Kinshasa, Zaïre, 12 avril 1997. Likulia Bolongo est nommé Premier ministre à la place de Kengo Wadondo. Likulia croit encore pouvoir peser sur les événements. Il maintient le général Maélé à son poste de chef d'état-major et lui confie le portefeuille de la défense, en dépit de l'hostilité de Mobutu. Jamais la guerre. Jamais la guerre de la ville de Kinshasa. Nous défendrons la ville de Kinshasa à mort. Il sait que la guerre est perdue. Et sans doute juge-t-il préférable, si des négociations doivent s'ouvrir, d'avoir Maélé à ses côtés plutôt que contre lui. Sur le terrain, pourtant, les derniers espoirs du régime se consument. Les pourparlers de la dernière chance, organisés à bord du navire sud-africain Utenika, échouent. L'AFDL poursuit sa marche vers Kinshasa. À environ 250 km à l'est de la capitale, la division spéciale présidentielle tente un ultime sursaut autour de la ville de Kenge. La DSP a été réarmée grâce à un financement attribué au chef rebelle angolais Jonas Savimbi et bénéficie en outre du renfort d'environ 3000 combattants de l'UNITA de Jonas Savimbi. Et contre toute attente, la résistance tient. Mais cette résistance tient à peu de choses. Le principal handicap des forces de Kabila n'est pas militaire, il est géographique. Elles ne connaissent pas le terrain, ne disposent pas de véritables cartes d'état-major et ignorent presque tout du dispositif ennemi. Pour contourner les positions de la DSP et de l'UNITA, une seule solution s'impose, obtenir des renseignements depuis l'intérieur même du camp adverse. C'est là que Maélé entre véritablement dans l'histoire. En 2 ou 3 appels, passés sur sa ligne sécurisée, il transmet au chef militaire de l'AFDL les informations précises qui vont leur permettre de contourner, puis de prendre à revers le dernier carré des mobutistes. À partir de ce moment, en ce début du mois de mai 1997, Kinshasa devient une ville ouverte. Le jeudi 15 mai 1997 au soir, tandis que les troupes battues à Kenge refluent vers Kinshasa, le dernier acte du régime mobutiste est en train de se jouer. Au camp Tchachi, autour d'un Mobutu épuisé, se tient une première réunion. Sont présents le Premier ministre Likulia Bolongo, le général Maélé, le général Nzimbi, le ministre de l'Intérieur Célestin Ilunga Chamanga et le général Paul Vumbo de la garde civile. Maélé, Likulia et Ilunga pressent le maréchal de quitter la capitale pour rejoindre Gbadolite. Le constat est sans appel. Ils ne peuvent plus garantir sa sécurité. Mais le maréchal résiste encore. Sa réponse est sèche, presque martiale. Quand on est militaire, ou bien on se rend, ou bien on vous tue. Mais on ne fuit pas. Cette réunion s'achève sans décision. Plus tard dans la nuit, Mobutu convoque une deuxième réunion. Cette fois, seuls les généraux de l'ethnie de Mobutu sont présents. Bolozi, Vungbo, Nzimbi, Wezago, l'adjoint de Nzimbi à la tête de la DSP, et Baramoto, joint par téléphone. Le ton change brutalement. L'un des participants lance qu'il faut désormais éliminer les traîtres et dresser une liste. Mobutu, lui, calme le jeu et annonce simplement qu'il partira pour Gbadolite le lendemain, où se tient une troisième réunion en présence de nombreux officiers Nbandi de la capitale. Elle se prolonge jusqu'à 5 heures du matin. C'est là que se précise la liste des traîtres à abattre. En tête figure un nom, le général Maélé. Le vendredi 16 mai 1997, à 8 heures du matin, Mobutu et sa famille sont déjà à l'aéroport de Ndjili, où les attend un Boeing 737 présidentiel, piloté par le commandant Mukandila.
Le maréchal est nerveux, impatient, furieux. Une seule obsession l'anime, l'argent. Depuis la veille, une vaste opération de collecte de devises a été lancée dans toute la capitale. Entre la banque centrale, la primature et le siège local de la Belgolaise où avaient été rassemblés les fonds extorqués aux entreprises dans le cadre de l'effort de guerre, près de 40 millions de dollars auraient été réunis en quelques heures. Mais une partie a disparu en route. Chacun, au passage, a prélevé sa part. La somme finalement remise au président est très loin de celle qu'il espérait. Sa colère éclate. Il faut pourtant embarquer. Au moment de monter à bord, Bodi Ladawa, l'épouse de Mobutu, se tourne vers Maélé, présent pour ce départ final, et lui lance cette accusation chargée d'amertume. Nous savons ce que vous avez fait. C'est donc ainsi que vous remerciez papa. Après tout ce qu'il a fait pour vous? Donat, nous savons ce que vous avez fait. C'est donc ainsi que vous remerciez papa après tout ce qu'il a fait pour vous? Maélé ne répond pas. Il garde le silence. À 9h30, sur ordre du colonel Mutoko, chef de la sécurité rapprochée du maréchal, le commandant Mukandila fait décoller l'appareil selon une trajectoire inhabituelle par crainte d'un attentat. En cette journée décisive, tandis que le Boeing présidentiel n'est déjà plus qu'un point dans le ciel, chacun comprend qu'une époque est en train de s'achever. À Kinshasa, les responsables du régime ne pensent plus qu'à une chose, fuir. Les avant-gardes de Kabila ont été signalés à une quarantaine de kilomètres de la capitale, sur l'axe de Kenge. Le général Maélé regagne alors sa résidence de la Gombe. À 10h, il se rend chez le Premier ministre, Likulia Bolongo. Les deux hommes discutent d'une urgence absolue, trouver un moyen de faire parvenir de l'argent aux soldats pour éviter que la ville ne sombre dans un pillage généralisé. À 11h30, Maélé est de retour chez lui. C'est alors que son téléphone satellitaire sonne. À l'autre bout du fil, l'un de ses contacts au sein de l'AFDL. La conversation est longue, décisive. Il y est question du plan de reddition des FAZ. Après une ultime hésitation, Maélé accepte de se rendre à Lusaka, en Zambie, dès le 17 mai, afin d'y annoncer solennellement à Laurent-Désiré Kabila le ralliement de l'armée zaïroise. L'itinéraire est même arrêté. Brazzaville, puis Luanda, puis Lusaka. En milieu d'après-midi, le chef d'état-major retourne une nouvelle fois chez Likulia. Puis, il revient à la Gombe, d'où il appelle à Bruxelles son ami Wilson Omanga. Il lui dit simplement « Je te téléphonerai samedi soir, de Lusaka. Tout sera fini. » Déjà, les généraux Nzimbi et Baramoto ont pris la fuite. Kinshasa est désormais livré aux hommes de Kabila. Vendredi 16 mai 1997, 23h. Le Premier ministre du Zaïre, Likulia Bolongo, appelle le général Maélé. Likulia s'apprête lui-même à chercher refuge à l'ambassade de France. Mais avant de partir, il l'alerte. Au camp Tchachi, un début de soulèvement vient d'éclater. La DSP, la division spéciale présidentielle, menace de sortir pour piller la ville de Kinshasa. La réponse de Maélé est immédiate. J'y vais. Décision insensée, peut-être. Mais dans l'esprit du général, il s'agit d'une mission de la dernière chance. Empêcher la destruction de Kinshasa, éviter un bain de sang. Et sans doute aussi, préserver ce qui peut encore l'être, de son avenir politique. Maélé croit peut-être que les hommes de la DSP, privés de leur chef Nzimbi, accepteront encore de l'écouter. Après tout, pour eux aussi, c'est peut-être la dernière occasion de sauver leur peau. Il monte dans un 4x4, accompagné de son chauffeur et d'un garde du corps. Un pick-up d'escorte, avec une dizaine de militaires à bord, ouvre la route. Mais aux abords du camp, un premier barrage stoppe le convoi. L'escorte reste sur place. Maélé poursuit seul, avec ses deux compagnons. Le 4x4 franchit l'entrée du camp Tchachi. À l'intérieur, le chef d'état-major tombe sur une centaine d'hommes, en état de surexcitation extrême.
Alcool, drogue, croyances de le général Wezago, adjoint de Nzimbi, et surtout l'un de ceux qui la veille encore, participait à la réunion où l'on avait commencé à dresser la liste des traîtres à éliminer. Wezago explose. Il hurle à Maélé. « Que viens-tu faire ici? Tu as trahi! Tu n'as pas fait la guerre !» Maélé tente encore de raisonner ses hommes. Il leur répond calmement « La FDL est déjà dans les faubourgs. Demain, ils seront ici. Vous n'avez aucune chance. Déposez les armes. » Mais Wezago est hors de lui. Il sort alors son pistolet et tire. Maélé est touché à la jambe. Son garde du corps tente d'intervenir, mais il est immédiatement abattu. Le chauffeur, lui, prend la fuite. Dans la confusion, Maélé se jette de côté et disparaît dans l'obscurité. La nuit est noire. On le cherche sans le trouver. Un soldat lâche alors cette phrase étrange, presque superstitieuse. C'est toujours comme ça avec lui. Il a de bons fétiches. Il sait se rendre invisible. Mais Wezago n'a pas l'intention de laisser échapper sa proie. À la lumière d'une lampe torche, les soldats finissent par repérer Maélé, caché sous le 4x4. On l'en tire de force. On le remet debout, malgré sa jambe brisée. Puis, un major de la DSP s'approche par derrière et lui tire, avec un pistolet muni d'un silencieux, une balle dans la nuque. Le général Donatien Maélé s'effondre sur place, foudroyé. Beaucoup d'entre eux seront tués dès le lendemain par les libérateurs de la FDL. D'autres seront lynchés par les habitants de Kinshasa, ivres de vengeance, après des années de peur, de prédation et d'humiliation. Vendredi 17 mai. À Kinshasa, un monde s'écroule, tandis qu'un autre commence à naître. À Gbadolite, en revanche, c'est la panique. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maélé, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Lorsque la nouvelle de l'assassinat du général Maélé parvient à la ville, les militaires Mbunza de la garnison voisine de Kotakoli entrent en rébellion. Leur intention est claire, s'emparer de Mobutu et des siens et leur faire payer ce qu'ils considèrent comme un outrage insupportable. Le colonel Mutoko alerte immédiatement le maréchal. Il faut partir, et vite. Mobutu, fidèle à la posture martiale qu'il s'est toujours donnée, oppose d'abord une fin de non-recevoir. « Je suis un militaire, je me battrai jusqu'au bout. » Mais Mutoko lui rappelle une évidence. Ils n'ont plus d'armes. À cet instant, Mobutu comprend. Il laisse alors échapper, presque pour lui-même, une phrase lourde de sens. Alors, c'est la fin. Reste à fuir, mais même cela devient compliqué. Le commandant Mukandila, que Mobutu avait envoyé à Brazzaville avec mission d'y récupérer son fils Kongolo, refuse désormais de redécoller vers Gbadolite. Il affirme que lui-même, tout comme son Boeing, se tiennent désormais à la disposition des nouvelles autorités de son pays. Une trahison de plus. Il ne reste donc qu'une solution de fortune. Un vieil Antonov cargo piloté par des Ukrainiens. Le temps presse. La colonne des mutins de Kotakoli se rapproche. Le colonel Mutoko ordonne alors que toute la famille présidentielle monte dans un blindé en direction de l'aéroport. Bodi Ladawa, en larmes, refuse d'abord de partir. Mais Mutoko ne laisse aucune place à l'hésitation. Quiconque s'y oppose sera abattu. Un à un, Bodi, sa sœur jumelle Kosia, leur frère Fangbi, ainsi que plusieurs proches, prennent place dans le véhicule. Reste encore Mobutu lui-même. Il faut l'y entraîner, presque de force. Son fils Nzanga et le colonel Mutoko doivent littéralement le tirer jusqu'au blindé. Le convoi file alors, à toute vitesse, dans les rues désertes de Gbadolite, avant de rejoindre la piste où l'Antonov fait déjà tourner ses réacteurs. Le blindé s'engouffre directement dans l'appareil,
par la rampe ouverte. Puis, soudain, un cri retentit. Les voilà! Eux, ce sont les Mbunza de Kotakoli. Les pilotes n'attendent pas une seconde de plus. L'Antonov s'arrache du sol, dans la précipitation, les nerfs à vif. Des rafales éclatent. On tire à la Kalachnikov sur l'appareil qui peine à prendre de l'altitude. Des balles déchirent même une partie de l'aile. Dans une manœuvre brusque et audacieuse, l'avion vire vers l'ouest, direction Lomé, au Togo. À bord, Mobutu reste pétrifié. Il ne dit presque rien. Puis, dans un murmure, il laisse tomber une phrase que son médecin personnel, le docteur Diomi, entend distinctement. « Même les miens me tirent dessus. Je n'ai plus rien à faire dans ce pays. Ce n'est plus mon Zaïre. » Après cela, le léopard vaincu se replonge dans le silence. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de nos prochains récits. Kinshasa, Zaïre, 12 avril 1997. Likulia Bolongo est nommé Premier ministre à la place de Kengo Wadondo. Likulia croit encore pouvoir peser sur les événements. Il maintient le général Maélé à son poste de chef d'état-major et lui confie le portefeuille de la défense, en dépit de l'hostilité de Mobutu. Jamais la guerre. Jamais la guerre de la ville de Kinshasa. Nous défendrons la ville de Kinshasa à mort. Il sait que la guerre est perdue, et sans doute juge-t-il préférable, si des négociations doivent s'ouvrir, d'avoir Maélé à ses côtés plutôt que contre lui. Sur le terrain, pourtant, les derniers espoirs du régime se consument. Les pourparlers de la dernière chance, organisés à bord du navire sud-africain Utenika, échouent. L'AFDL poursuit sa marche vers Kinshasa. À environ 250 km à l'est de la capitale, la division spéciale présidentielle tente un ultime sursaut autour de la ville de Kenge. La DSP a été réarmée grâce à un financement attribué au chef rebelle angolais Jonas Savimbi et bénéficie en outre du renfort d'environ 3000 combattants de l'UNITA de Jonas Savimbi. Et contre toute attente, la résistance tient. Mais cette résistance tient à peu de choses. Le principal handicap des forces de Kabila n'est pas militaire, il est géographique. Elles ne connaissent pas le terrain, ne disposent pas de véritables cartes d'état-major et ignorent presque tout du dispositif ennemi. Pour contourner les positions de la DSP et de l'UNITA, une seule solution s'impose, obtenir des renseignements depuis l'intérieur même du camp adverse. C'est là que Maélé entre véritablement dans l'histoire. En 2 ou 3 appels, passés sur sa ligne sécurisée, il transmet au chef militaire de l'AFDL les informations précises qui vont leur permettre de contourner, puis de prendre à revers le dernier carré des mobutistes. À partir de ce moment, en ce début du mois de mai 1997, Kinshasa devient une ville ouverte. Le jeudi 15 mai 1997 au soir, tandis que les troupes battues à Kenge refluent vers Kinshasa, le dernier acte du régime mobutiste est en train de se jouer. Au camp Tchachi, autour d'un Mobutu épuisé, se tient une première réunion. Sont présents le Premier ministre Likulia Bolongo, le général Maélé, le général Nzimbi, le ministre de l'Intérieur Célestin Ilunga Chamanga et le général Paul Vumbo de la garde civile. Maélé, Likulia et Ilunga pressent le maréchal de quitter la capitale pour rejoindre Gbadolite. Le constat est sans appel. Ils ne peuvent plus garantir sa sécurité. Mais le maréchal résiste encore. Sa réponse est sèche, presque martiale. Quand on est militaire, ou bien on se rend, ou bien on vous tue. Mais on ne fuit pas. Cette réunion s'achève sans décision. Plus tard dans la nuit, Mobutu convoque une deuxième réunion.
Cette fois, seuls les généraux de l'ethnie de Mobutu sont présents. Bolozi, Vungbo, Nzimbi, Wezago, l'adjoint de Nzimbi à la tête de la DSP, et Baramoto, joint par téléphone. Le ton change brutalement. L'un des participants lance qu'il faut désormais éliminer les traîtres et dresser une liste. Mobutu, lui, calme le jeu et annonce simplement qu'il partira pour Gbadolite le lendemain, où se tient une troisième réunion en présence de nombreux officiers Nbandi de la capitale. Elle se prolonge jusqu'à 5 heures du matin. C'est là que se précise la liste des traîtres à abattre. En tête figure un nom, le général Maélé. Le vendredi 16 mai 1997, à 8 heures du matin, Mobutu et sa famille sont déjà à l'aéroport de Ndjili, où les attend un Boeing 737 présidentiel, piloté par le commandant Mukandila. Le maréchal est nerveux, impatient, furieux. Une seule obsession l'anime, l'argent. Depuis la veille, une vaste opération de collecte de devises a été lancée dans toute la capitale. Entre la Banque centrale, la primature et le siège local de la Belgolaise, où avaient été rassemblés les fonds extorqués aux entreprises dans le cadre de l'effort de guerre, près de 40 millions de dollars auraient été réunis en quelques heures. Mais une partie a disparu en route. Chacun, au passage, a prélevé sa part. La somme finalement remise au président est très loin de celle qu'il espérait. Sa colère éclate. Il faut pourtant embarquer. Au moment de monter à bord, Bodi Ladawa, l'épouse de Mobutu, se tourne vers Maélé, présent pour ce départ final, et lui lance cette accusation chargée d'amertume. Nous savons ce que vous avez fait. C'est donc ainsi que vous réunissez papa. Après tout ce qu'il a fait pour vous? Donat, nous savons ce que vous avez fait. C'est donc ainsi que vous remerciez papa après tout ce qu'il a fait pour vous? Maélé ne répond pas. Il garde le silence. À 9h30, sur ordre du colonel Mutoko, chef de la sécurité rapprochée du maréchal, le commandant Mukandila fait décoller l'appareil selon une trajectoire inhabituelle par crainte d'un attentat. En cette journée décisive, tandis que le Boeing présidentiel n'est déjà plus qu'un point dans le ciel, chacun comprend qu'une époque est en train de s'achever. À Kinshasa, les responsables du régime ne pensent plus qu'à une chose, fuir. Les avant-gardes de Kabila ont été signalés à une quarantaine de kilomètres de la capitale, sur l'axe de Kenge. Le général Maélé regagne alors sa résidence de la Gombe. À 10h, il se rend chez le Premier ministre, Likulia Bolongo. Les deux hommes discutent d'une urgence absolue, trouver un moyen de faire parvenir de l'argent aux soldats pour éviter que la ville ne sombre dans un pillage généralisé. À 11h30, Maélé est de retour chez lui. C'est alors que son téléphone satellitaire sonne. À l'autre bout du fil, l'un de ses contacts au sein de l'AFDL. La conversation est longue, décisive. Il y est question du plan de reddition des FAZ. Après une ultime hésitation, Maélé accepte de se rendre à Lusaka, en Zambie, dès le 17 mai, afin d'y annoncer solennellement à Laurent-Désiré Kabila le ralliement de l'armée zaïroise. L'itinéraire est même arrêté. Brazzaville, puis Luanda, puis Lusaka. En milieu d'après-midi, le chef d'état-major retourne une nouvelle fois chez Likulia. Puis, il revient à la Gombe, d'où il appelle à Bruxelles son ami Wilson Omanga. Il lui dit simplement « Je te téléphonerai samedi soir, de Lusaka. Tout sera fini. » Déjà, les généraux Nzimbi et Baramoto ont pris la fuite. Kinshasa est désormais livré aux hommes de Kabila. Vendredi 16 mai 1997, 23h.
Le premier ministre du Zaïre, Likulia Bolongo, appelle le général Maélé. Likulia s'apprête lui-même à chercher refuge à l'ambassade de France. Mais avant de partir, il l'alerte. Au camp Tchatchi, un début de soulèvement vient d'éclater. La DSP, la division spéciale présidentielle, menace de sortir pour piller la ville de Kinshasa. La réponse de Maélé est immédiate. J'y vais. Décision insensée, peut-être. Mais dans l'esprit du général, il s'agit d'une mission de la dernière chance. Empêcher la destruction de Kinshasa, éviter un bain de sang. Et sans doute aussi, préserver ce qui peut encore l'être de son avenir politique. Maélé croit peut-être que les hommes de la DSP, privés de leur chef Nzimbi, accepteront encore de l'écouter. Après tout, pour eux aussi, c'est peut-être la dernière occasion de sauver leur peau. Il monte dans un 4x4, accompagné de son chauffeur et d'un garde du corps. Un pick-up d'escorte, avec une dizaine de militaires à bord, ouvre la route. Mais aux abords du camp, un premier barrage stoppe le convoi. L'escorte reste sur place. Maélé poursuit seul, avec ses 2 compagnons. Le 4x4 franchit l'entrée du camp Tchatchi. À l'intérieur, le chef d'état-major tombe sur une centaine d'hommes, en état de surexcitation extrême. Alcool, drogue, croyances de le général Wezago, adjoint de Nzimbi, et surtout l'un de ceux qui la veille encore participaient à la réunion où l'on avait commencé à dresser la liste des traîtres à éliminer. Wezago explose. Il hurle à Maélé. « Que viens-tu faire ici? Tu as trahi! Tu n'as pas fait la guerre !» Maélé tente encore de raisonner ses hommes. Il leur répond calmement « La FDL est déjà dans les faubourgs. Demain, ils seront ici. Vous n'avez aucune chance. Déposez les armes. » Mais Wezago est hors de lui. Il sort alors son pistolet et tire. Maélé est touché à la jambe. Son garde du corps tente d'intervenir, mais il est immédiatement abattu. Le chauffeur, lui, prend la fuite. Dans la confusion, Maélé se jette de côté et disparaît dans l'obscurité. La nuit est noire. On le cherche sans le trouver. Un soldat lâche alors cette phrase étrange, presque superstitieuse. C'est toujours comme ça avec lui. Il a de bons fétiches. Il sait se rendre invisible. Mais Wezago n'a pas l'intention de laisser échapper sa proie. À la lumière d'une lampe torche, les soldats finissent par repérer Maélé, caché sous le 4x4. On l'en tire de force. On le remet debout, malgré sa jambe brisée. Puis, un major de la DSP s'approche par derrière et lui tire, avec un pistolet muni d'un silencieux, une balle dans la nuque. Le général Donatien Maélé s'effondre sur place, foudroyé. Beaucoup d'entre eux seront tués dès le lendemain par les libérateurs de la FDL. D'autres seront lynchés par les habitants de Kinshasa, ivres de vengeance, après des années de peur, de prédation et d'humiliation. Vendredi 17 mai. À Kinshasa, un monde s'écroule, tandis qu'un autre commence à naître. À Gbadolite, en revanche, c'est la panique. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maélé, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Lorsque la nouvelle de l'assassinat du général Maélé parvient à la ville, les militaires Mbunza de la garnison voisine de Kotakoli entrent en rébellion. Leur intention est claire, s'emparer de Mobutu et des siens et leur faire payer ce qu'ils considèrent comme un outrage insupportable. Le colonel Mutoko alerte immédiatement le maréchal. Il faut partir, et vite. Mobutu, fidèle à la posture martiale qu'il s'est toujours donnée, oppose d'abord une fin de non-recevoir. « Je suis un militaire, je me battrai jusqu'au bout. » Mais Mutoko lui rappelle une évidence. Ils n'ont plus d'armes. À cet instant, Mobutu comprend. Il laisse alors échapper, presque pour lui-même, une phrase lourde de sens. Alors, c'est la fin. Reste à fuir, mais même cela devient compliqué.
Le commandant Mukandila, que Mobutu avait envoyé à Brazzaville avec mission d'y récupérer son fils Kongolo, refuse désormais de redécoller vers Gbadolite. Il affirme que lui-même, tout comme son Boeing, se tiennent désormais à la disposition des nouvelles autorités de son pays. Une trahison de plus. Il ne reste donc qu'une solution de fortune. Un vieil Antonov cargo piloté par des Ukrainiens. Le temps presse. La colonne des mutins de Kotakoli se rapproche. Le colonel Mutoko ordonne alors que toute la famille présidentielle monte dans un blindé en direction de l'aéroport. Bodi Ladawa, en larmes, refuse d'abord de partir. Mais Mutoko ne laisse aucune place à l'hésitation. Quiconque s'y oppose sera abattu. Un à un, Bodi, sa sœur jumelle Kosia, leur frère Fangbi ainsi que plusieurs proches prennent place dans le véhicule. Reste encore Mobutu lui-même. Il faut l'y entraîner, presque de force. Son fils Nzanga et le colonel Mutoko doivent littéralement le tirer jusqu'au blindé. Le convoi file alors à toute vitesse dans les rues désertes de Gbadolite, avant de rejoindre la piste où l'Antonov fait déjà tourner ses réacteurs. Le blindé s'engouffre directement dans l'appareil par la rampe ouverte. Puis, soudain, un cri retentit. Les voilà! Eux, ce sont les Mbunza de Kotakoli. Les pilotes n'attendent pas une seconde de plus. L'Antonov s'arrache du sol dans la précipitation, les nerfs à vif. Des rafales éclatent. On tire à la Kalachnikov sur l'appareil qui peine à prendre de l'altitude. Des balles déchirent même une partie de l'aile. Dans une manœuvre brusque et audacieuse, l'avion vire vers l'ouest, direction Lomé, au Togo. À bord, Mobutu reste pétrifié. Il ne dit presque rien. Puis, dans un murmure, il laisse tomber une phrase que son médecin personnel, le docteur Diomi, entend distinctement. « Même les miens me tirent dessus. Je n'ai plus rien à faire dans ce pays. Ce n'est plus mon Zaïre. » Après cela, le léopard vaincu se replonge dans le silence. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de nos prochains récits.